problème, c'est que souvent nous pensons que les Nations Unies, c'est un petit peu comme la Lune, c'est quelque chose d'indépendant de la Terre qui peut agir toute seule, alors que les Nations Unies, ce n'est que la totalité des membres qui en font partie. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. Créée le 24 octobre 1945, l'ONU, sigle signifiant Organisation des Nations Unies, a remplacé l'ancienne Société des Nations, la SDN, impuissante à assumer une tâche pour laquelle elle ne disposait pas des moyens adéquats, arbitrer les éventuels conflits entre États et privilégier les solutions pacifiques. Le rôle de l'ONU depuis la fin de la guerre froide a considérablement évolué. Elle est devenue le gendarme de la planète aux mains de l'Assemblée générale. Ces soldats, les casques bleus, sont aujourd'hui présents aux quatre coins du monde, assurant des missions de paix et de sauvegarde des populations en danger. En 2009, l'Organisation des Nations Unies compte 192 États membres sur les 195 recensés. Créée en 1919 par le traité de Versailles, la SDN ou Société des Nations est l'ancêtre de l'ONU. Sa principale fonction est d'être le garant de la paix mondiale, pour éviter que ne recommence une tragédie à l'image du conflit de 14-18. Impuissante à empêcher les montées du fascisme italien et du national-socialisme allemand, désarmée face à la puissance grandissante de la Russie stalinienne et aux visées expansionnistes japonaises, la SDN ne peut empêcher ni trouver des solutions à aucun des conflits de l'entre-deux-guerres. Le problème de la Société des Nations, c'était que c'était une idée américaine, mais que les Américains ont refusé de joindre. Le Sénat a refusé l'adhésion américaine à la Ligue. Finalement, les Américains y ont adhéré, mais uniquement en 1933, après l'avènement au pouvoir d'Hitler, et alors que Roosevelt était à ce moment-là président. C'était à ce moment-là trop tard, parce qu'en 1931, lorsque les Japonais ont envahi la Manchurie, la Ligue a été incapable de prendre une action de sanction à l'égard du Japon. Et bien sûr, la grosse défaillance en 1935, lorsque Mussolini a envahi l'Abyssinie, aujourd'hui l'Éthiopie. Et une fois de plus, la Ligue a été paralysée. En 1936, lorsque Hitler a enfreint les règlements de Versailles, dans la réoccupation du Rhin. Donc, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, la Société des Nations, League of Nations, était plutôt moribonde. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le 1er septembre 1939, entraîne de facto la disparition de la SDN comme instance internationale chargée de préserver la paix. C'est en 1942 que le concept de Nations Unies voit le jour, lors d'une déclaration de Franklin Roosevelt à Washington. Mais c'est réellement en 1945, pendant les conférences de Dumbarton Oaks et de San Francisco, que les buts et le fonctionnement de l'ONU sont précisés et codifiés. C'était de nouveau un projet américain, mais cette fois-ci de Franklin Roosevelt, qui l'avait enfin vendu, si le mot est juste, à Stalin et à Churchill à la conférence de Yalta en février 1945, juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était différent de la Société des Nations dans la mesure où, cette fois-ci, les Russes ont imposé la vision d'un Conseil de sécurité où les quatre puissances gagnantes de la guerre auraient en quelque sorte un veto, et le droit de veto et une responsabilité collective de la sécurité. L'ONU veut dès sa création se donner les moyens de jouer un rôle de première grandeur sur la scène mondiale. L'ONU a été structurée, construite en tirant les leçons de l'échec de la SDN. Donc, en particulier,
il y a des mécanismes qui font qu'on évite les blocages aux Nations Unies, qui ont depuis le début permis un meilleur équilibre des forces et une meilleure représentation. Par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, elle peut prendre des décisions concrètes, comme envoyer une force internationale d'interposition pour maintenir ou rétablir la paix entre les États, ou encore garantir la sécurité des populations en cas de guerre civile. La Charte des Nations Unies, signée par 51 États fondateurs, s'articule donc autour de 5 grands objectifs. Maintenir la paix dans le monde et permettre à tous de vivre en sécurité, favoriser les relations amicales entre les nations, développer la coopération internationale sur tous les sujets possibles, être un centre où s'harmonisent les efforts des nations sur des objectifs communs, vérifier l'intangibilité des frontières. Il y a beaucoup de choses qui étaient le grand idéalisme, mais il y avait beaucoup de compromis. Par exemple, on parle d'autodéfense. Chaque pays a le droit d'autodéfendre. Aussi, on parle de droits de l'homme, de droits humains, mais on parle aussi de droits de souveraineté du pays. Donc, à un moment donné, on peut dire qu'il y a un génocide ou il y a quelque chose qui se passe. On devrait intervenir, mais de l'autre côté, les pays disent non, c'est notre droit souverain. Donc, il y a toujours une tension dans le charte entre le droit individu et le droit étatique. L'ONU comprend 6 grands organes principaux. Tous les travaux de ces assemblées sont traduits dans les 6 langues officielles de l'ONU. Le russe, l'anglais, l'arabe, le chinois, le français et l'espagnol. Les langues de travail utilisées sont le français et l'anglais. Pour assurer la bonne marche de ces missions, l'ONU s'est dotée d'une organisation spécifique. Composée des représentants de tous les États membres, soit un total à ce jour de 192, elle est l'organe principal de prise de décision de l'ONU. C'est en effet l'Assemblée générale qui fixe, après délibération et vote, les tâches et les mandats dont doit s'occuper l'ONU. Son siège se situe à New York et chaque État y dispose d'une voix lors du vote. Les États qui ne sont pas membres ou les entités qui ne sont pas membres à part entière sont par exemple la Palestine, qui n'a pas été déclarée indépendante, et puis Taïwan, pour des raisons politiques évidentes, qui n'est pas considéré comme un pays indépendant par les Nations Unies. À part ça, virtuellement, tout le monde est aux Nations Unies, d'une façon ou d'une autre. Certaines des résolutions prises en Assemblée générale par l'ONU sont devenues historiques et ont eu des répercussions mondiales. Elles définissent la politique de l'organisation, elles sont importantes, elles ont une valeur morale importante, mais elles n'ont pas la même valeur légale que les résolutions du Conseil de sécurité. Le rôle du secrétariat général est d'appliquer concrètement les décisions de l'Assemblée générale. Il s'acquitte de toutes les tâches quotidiennes de l'organisation. Parmi ces tâches, les principales sont l'administration sur le terrain des opérations de maintien de la paix, la surveillance des tendances économiques et sociales et la réalisation de missions d'études sur les droits de l'homme. L'ONU travaille à essayer d'arracher à la racine du mal les causes qui peuvent mener au nettoyage ethnique et au génocide. Le problème, c'est que les définitions de chaque État membre en ce qui concerne le génocide ne coïncident pas toujours. Mais de façon générale, nous savons très bien quand il y a des nettoyages ethniques et quand les choses se passent très mal et quand des minorités ethniques sont soumises d'abord à des discriminations et puis ensuite à des violences de masse. À sa tête, à New York, le secrétaire général des Nations Unies, élu pour 5 ans, est le personnage le plus connu et le plus médiatisé de l'organisation. Créé en 1945 par la Charte des Nations Unies, son rôle principal était la surveillance de 11 territoires mis sous tutelle par l'ONU et confiés à la garde de 7 États membres. Cette mise sous tutelle était destinée à assurer la préparation à l'autonomie ou à l'indépendance de ces 11 territoires et à garantir la bonne exécution des directives de l'ONU sur le sujet. En 1994, les 11 territoires concernés ayant tous acquis leur indépendance, la mission du Conseil de tutelle est achevée. Cependant, le Conseil de tutelle n'a pas été dissous. Son règlement intérieur a simplement été modifié.
Siégeant à New York, il se compose d'une part de 5 membres permanents, les grandes nations à l'origine de la création de l'ONU, la France, la Russie, les États-Unis, la Chine et la Grande-Bretagne. D'autre part, le Conseil de sécurité est complété par 10 membres non permanents, renouvelés périodiquement. Son rôle principal est d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale. Tout dépend du consensus entre les 5, parce qu'un veto suffit à bloquer le mécanisme. Vous avez besoin, pour faire passer une vote, vous avez besoin de 9 votes sur les 15 membres. Mais 5 sont permanents avec le veto. Les autres, selon la région, doivent observer la règle de la rotation tous les 2 ans. Donc, si vous êtes à New York, cher monsieur, et vous êtes ambassadeur de votre pays, sans plaisanter, vous passez 80% de votre temps à organiser des cocktails et des dîners et des réceptions pour faire du lobbying pour que tous les 2 ans, lorsqu'il y a un vote, vous ayez une chance de passer comme membre provisoire du Conseil de sécurité parce que c'est là où réside la véritable action. Afin d'éviter tout problème d'ingérence, le secrétaire général de l'ONU n'est jamais choisi parmi les membres des pays participants au Conseil de sécurité. En cas d'échec des solutions diplomatiques, c'est lui qui décide d'envoyer les casques bleus. C'est l'organe principal de coordination des activités et des agences de l'ONU pour tout ce qui concerne les domaines économiques et sociaux, ainsi que dans les domaines pouvant être rattachés à ces 2 grands pôles d'activité. Son siège se trouve à New York. Il se compose de 54 membres et chaque membre y dispose d'une voix. Les décisions y sont prises à la majorité simple et aucun membre ne dispose de droit de veto. Il gère aussi la plupart des institutions spécialisées comme l'UNESCO, l'OMS et le FMI. Composée de 15 juges élus par l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice a son siège principal aux Pays-Bas, dans la ville de La Haye. Elle représente l'organe judiciaire principal de l'ONU et son rôle est d'arbitrer les conflits juridiques entre les États membres. Elle est aussi consultée régulièrement sur tous les points de droit pouvant être soulevés lors des sessions, ainsi que lors des activités de l'ONU sur le terrain. La Cour pénale internationale, créée le 17 juillet 1998, a une existence légale dès 2002. Elle a un rôle spécifique. Elle doit juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. La principale mission des Nations Unies est la préservation et le maintien de la paix dans le monde, en tentant de trouver des solutions à d'éventuels conflits, émeutes ou guerres civiles. La gestion et l'arbitrage des différends entre États membres, tant en matière juridique que de relations internationales, est aussi une des tâches dont peut se charger l'ONU. D'autres missions plus spécifiques, notamment la sécurité des populations civiles, la gestion des réfugiés et des populations déplacées, la préservation des droits de l'homme et la surveillance des arsenaux nucléaires et chimiques font aussi partie de ces missions. Pour atteindre ces buts, les voies politiques et diplomatiques sont d'abord explorées. Puis, d'éventuelles sanctions financières ou économiques sont prises. Enfin, en dernier recours, des forces d'interposition, les célèbres casques bleus, sont envoyées sur place pour assurer la sécurité des personnes et des biens en cas de mise en danger dans les pays concernés. Afin de financer les activités de l'ONU, la participation financière de chaque pays est fixée en fonction du nombre de ses habitants, de son industrialisation et de son PIB par habitant. Le budget ordinaire de l'ONU avoisine à ce jour les 2,5 milliards de dollars, dont presque 2 milliards sont consacrés aux opérations sur le terrain, 450 millions pour le budget de fonctionnement ordinaire des instances de l'ONU et 50 millions pour les tribunaux internationaux. Ainsi, les États-Unis contribuent à hauteur de 22% de ce budget, le Japon à 19%, l'Allemagne 9%, la France 7% et la Grande-Bretagne 6%. En déficit chronique de plus de 2,5 milliards de dollars, particulièrement dû à des retards de paiement de cotisations de ses membres, l'ONU voit pourtant le budget consacré aux opérations sur le terrain augmenter chaque année. L'ONU n'a pas ses propres moyens, n'a pas ses forces militaires, non, pas ses propres moyens de renseignement. L'ONU n'a pas son propre budget pour lancer des opérations. Donc chaque fois qu'une décision est prise, l'ONU, le secrétaire général de l'ONU doit, avec sa casquette, passer à la quête
pour trouver des troupes, pour trouver de l'argent, pour mettre sur pied des forces. Et si les nations, même ayant signé ces déclarations, lui refusent des moyens, ce n'est pas étonnant qu'il y a ce grand écart entre l'ambition des déclarations et la réalité beaucoup plus modeste des forces qui sont engagées sur le terrain. Les casques bleus, soldats de l'ONU, sont appelés ainsi à cause de la peinture bleu ciel recouvrant leurs casques lourds. Ils ont 3 missions principales: s'interposer entre les belligérants, protéger la sécurité des populations civiles, assurer des actions humanitaires. Dès qu'il y a un risque pour la paix et sécurité du monde, le Conseil de sécurité dit qu'il faut avoir une force. Dès que le Conseil de sécurité dit et vote qu'il y aura une force, il faut voir qui sera les soldats. Les Nations Unies utilisent des soldats fournis par tous les États membres. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 120 États membres qui fournissent des troupes aux Nations Unies pour conduire les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est ça les casques bleus. Au cours des 50 dernières années, les casques bleus se sont illustrés sur tous les champs de bataille de la planète. De la Corée au canal de Suez, du Liban à la Yougoslavie, du Darfour à l'Inde, de l'Irak à l'Afghanistan et de la Namibie au Sahara occidental. Mondialement connus et respectés, ces soldats de la paix assurent au quotidien des missions dangereuses, parfois mortelles. En 2009, presque 140 000 casques bleus sont déployés dans toutes les parties du monde. L'ONU assume le rôle de gendarme de la planète. Ce rôle n'était pas prévu par la charte d'origine, l'ONU devant être d'abord un espace de dialogue entre les États. À ce jour, plusieurs milliers de casques bleus ont perdu la vie en tentant d'assumer leur mission, protéger la vie des autres. Depuis sa création en 1945, l'Assemblée générale de l'ONU a pris plusieurs résolutions, dont certaines sont devenues historiques. L'une des résolutions les plus célèbres est la résolution 181 sur le plan de partage de la Palestine. Celle-ci confirme la création de l'État d'Israël en 1948, mais enclenche plus d'un demi-siècle de troubles au Proche-Orient. Les différentes guerres israélo-arabes depuis cette date montrent la difficulté d'imposer puis d'appliquer de telles résolutions. En juillet 1950, suite à l'invasion de la Corée du Sud par les troupes nord-coréennes, une plainte officielle est déposée à l'ONU engendrant la prise par l'Assemblée générale d'une résolution de protestation contre l'invasion de la Corée du Sud. Un commandement unifié sous l'égide de l'ONU est mis en place et gère les opérations sur le terrain. Jusqu'à la fin de la guerre, c'est l'ONU qui commandera les forces alliées en Corée, mais elle n'enverra pas de casques bleus. Le 26 juillet 1956, l'Égyptien Nasser nationalise le canal de Suez. Peu après, des troupes françaises, anglaises et israéliennes interviennent pour rétablir la circulation internationale sur le canal. Sous la pression des Nations Unies et de l'URSS et devant la menace d'un conflit qui pourrait devenir planétaire, la résolution de l'Assemblée du 5 novembre 1956 impose à la France, à la Grande-Bretagne et à Israël un cessez-le-feu immédiat dans la région du canal de Suez. Des casques bleus sont envoyés afin d'assurer la démilitarisation du secteur et le retrait des troupes étrangères. Le 23 octobre 1956, Budapest se soulève et réclame le départ des troupes soviétiques de Hongrie. Le 1er novembre, la Hongrie réclame la protection de l'ONU contre le grand frère soviétique. Le 4 novembre, les chars russes envahissent Budapest. Malgré la proclamation d'une résolution de protestation faite par l'ONU, rien ne bouge et aucun casque bleu ne sera envoyé en Hongrie. L'Union soviétique, membre permanent du Conseil de sécurité, a réussi à empêcher toute intervention internationale. En octobre 1962, la découverte sur le sol cubain de missiles nucléaires à moyenne portée entraîne un casus belli entre les États-Unis d'un côté et Cuba et l'Union soviétique de l'autre. Devant le péril d'une guerre imminente, le secrétaire général de l'ONU, le birman U Thant, sert de négociateur entre les adversaires en proposant une résolution présentant un plan de compromis mis au point avec l'aide de 45 États membres. Nikita Khrouchtchev et John Kennedy acceptent de négocier. La médiation d'U Thant a réussi.
La guerre froide est la période qui commence peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment où Russes et Alliés, n'ayant plus d'ennemis communs, commencent à envisager chacun de leur côté de dominer le monde de l'après-guerre. Le rideau de fer en Europe se met en place. Au cours de la guerre froide, les membres permanents du Conseil de sécurité ont fait appel à de nombreuses reprises à leur droit de veto pour annuler des propositions de résolution qui leur étaient défavorables. Cette pratique a eu pour conséquence immédiate et désastreuse d'engendrer une paralysie quasi systématique de l'ONU pour chacune des questions pouvant mettre en péril l'un ou l'autre des deux grands blocs Est-Ouest. Le droit de veto a été utilisé 242 fois en moins de 45 ans, montrant bien qu'il existe une faille dans le processus de fonctionnement de cette organisation. La guerre froide se termine au milieu des années 80 avec l'accession au pouvoir en Union soviétique de Mikhaïl Gorbatchev. Déterminé à mener l'Union soviétique vers une économie plus compétitive, Gorbatchev lance sa politique de glasnost et de perestroïka, destinée à ouvrir l'Union soviétique à l'économie de marché et à un processus plus démocratique. L'éclatement du bloc de l'Est à la fin des années 80 a créé en Europe et en Asie un grand nombre de nouveaux États, anciennes républiques soviétiques pour la plupart. De plus, la fin des années 80 voit l'Union soviétique diminuer de façon considérable les crédits des armées au profit de buts économiques plus concrets. Elle se désengage de toutes les missions militaires menées à l'étranger. C'est le cas en février 1989, pour la plus importante de ces opérations, la guerre en Afghanistan, qui voit le retrait définitif des troupes soviétiques après presque une décennie de combats inutiles pour un résultat insignifiant. C'était la première fois que le pouvoir de l'armée rouge reculait dans un pays. Donc, moi, je me souviens très bien d'un de mes confrères qui me dit « Oh là là, Mike, tu te rends compte, c'est historique. Nous assistons, l'armée rouge est en train de partir. C'est la première fois qu'elle quitte un pays qu'elle a occupé. » Et ils étaient tous ravis. Et je me souviens d'avoir répondu ce jour-là « Mais est-ce que tu n'es pas sûr que derrière, ce ne soit pas encore pire ?» Si dans la grande majorité des cas, la fin de la tutelle soviétique s'est déroulée dans de bonnes conditions, pour certains pays en revanche, la transition s'est révélée beaucoup plus difficile. C'est le cas de l'ex-Yougoslavie. L'éclatement de la Yougoslavie après la mort en mai 1980 du maréchal Tito provoque dès 1982 des tensions importantes dans le pays. Pas moins de 6 États vont naître de l'éclatement de cette mosaïque de culture et de religion. La Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie et la Macédoine. Pour beaucoup été considéré par les Serbes, en quelque sorte, d'avoir un statut en Yougoslavie qui correspondait à leur prépondérance démographique, ou au contraire par les Croates, ou les Slovènes, ou par les Kosovo. C'était tout à fait le contraire. L'émancipation était considérée par davantage de décentralisation, d'autonomie locale et d'affaiblir le rôle dominateur des Serbes. De graves incidents entre les ethnies serbes et croates, aggravés de tensions entre les communautés chrétiennes et musulmanes, conduisent le pays à la guerre civile en 1992. Massacres de civils, déportations, purifications ethniques et religieuses sont le lot quotidien des populations de l'ex-Yougoslavie pendant plusieurs années. Tout nous a été annoncé à l'avance. J'étais encore en Slovénie. Il y avait déjà pas mal de morts, mais les gens nous disaient là-bas « Oh là là, vous savez, bon, nous, ça va s'arrêter. » Mais vous verrez en Croatie, ça sera bien pire, vous verrez. Je n'ai pas eu le temps de regagner Paris, la Slovénie c'était fini, j'étais direct en Croatie. Et là, en Croatie, ça a été, entre la chute de Vukovar et la purification ethnique, c'était déjà atroce. Et puis en Croatie, on nous disait, oh là là, attention, là c'est très dur, mais vous verrez, c'est rien à côté de ce que ça sera à Sarajevo. Quelques mois plus tard, en avril 92, ça a éclaté, effectivement, à Sarajevo. Et nous, on a tout écrit à l'avance. Ce n'est pas la fierté d'avoir écrit à l'avance. D'habitude, quand on écrivait quelque chose, les diplomates se bougeaient un peu et on se disait on a peut-être aidé un petit peu à ce que les massacres s'arrêtent. Mais là, on s'est rendu compte que ce qu'on écrivait ne servait plus à rien. Le problème pour l'ONU, en principe, ils n'ont pas le mandat pour les conflits internes. Alors, quand ça chauffait, et c'était vraiment un risque pour la paix et sécurité, pas uniquement en Yougoslavie, mais aussi pour toute la région des Balkans, l'ONU était obligée, donc il y avait un accord que l'ONU devrait intervenir. Et c'est là que
il y avait des troupes qui étaient envoyées, mais les troupes ont eu des problèmes parce que le mandat n'était pas très spécifique. Et il y avait une certaine confusion entre le mandat de l'ONU et éventuellement l'OTAN est intervenue et exactement ce qui s'est passé sur le terrain. Et on a eu des situations comme en Srebrenica qui étaient tellement confus parce qu'on ne savait pas exactement ce que les soldats devraient faire. Et on a créé ce qu'on appelle les safe havens. Les gens croyaient qu'ils étaient en sécurité avec des soldats de l'ONU, mais les soldats n'ont pas eu les ordres de riposter s'il y avait des agressions. Et là, il y avait des morts, c'était terrible et très tragique. En 1999, l'Assemblée générale prend alors la résolution 1244 et déploie la KFOR au Kosovo sous l'égide de l'ONU. Plus de 50 000 hommes, dont 6 000 Français équipés de chars Leclerc, assurent la sécurité des populations, la paix civile et la transition du pays vers un processus démocratique. Déployées à Sarajevo, les forces de l'ONU assurent aussi la sécurité de l'aéroport pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire internationale. Dans le même temps, les responsables des massacres sont recherchés pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. C'était une mission qui a tout de suite montré les limites de cet espoir qu'on portait dans les Nations Unies, parce qu'elle a montré que les dissensions sous-jacentes entre les États membres limitaient beaucoup l'impact de l'action des Nations Unies. Les Français, les Américains, les Russes, les Anglais avaient tous leur propre idée sur la question. Et le résultat a été celui qu'on sait, c'est-à-dire que personne ne peut dire aujourd'hui que l'action des Nations Unies en ex-Yougoslavie a été inutile. Il y a des tas d'endroits où elle a été déterminante et a pu empêcher que le conflit s'empire. Mais on sait que l'ONU n'a pas pu empêcher des massacres tels que ceux de Srebrenica. Créée en 1978 par la résolution 425, après les incidents à la frontière au sud-Liban, la FINUL est destinée à protéger la population civile et à servir de force d'interposition entre Israéliens et Palestiniens. Il y avait là une ligne de front absolument formidable pour les Palestiniens au moment de l'OLP pour attaquer le territoire israélien. Donc la FINUL, elle était là. Et puis quand le conflit a embrasé l'intégralité du Liban et de façon durable, la FINUL est restée. Mais elle avait vraiment un rôle. Elle n'était pas censée s'interposer dans les combats, puisque cette force intérimaire, d'abord elle ne devait pas rester, et de 1978 à aujourd'hui elle y est toujours, et elle avait plus un rôle de surveillance. Donc son rôle c'était de signaler les violations de la ligne bleue, de la ligne frontalière, au QG des Nations Unies. Et après les Nations Unies de New York disent aux Israéliens, ça c'est pas bien, vous avez mis les pieds chez les voisins, et disent au Liban, attention c'est pas bien, vous avez laissé passer des combattants. En juin 1982, après un raid palestinien meurtrier, Israël lance l'opération Paix en Galilée et envahit le sud du Liban pour protéger sa frontière nord. Israël exige le départ des Palestiniens du sud-Liban et de Beyrouth-Ouest. Les massacres des camps palestiniens de Sabra et Shatila par les milices chrétiennes en septembre 1982 conduisent l'ONU à envoyer des renforts à la FINUL au sud-Liban. Empêtrées dans une situation de quasi-guerre civile et de guérilla urbaine, les forces de l'ONU sont confrontées quotidiennement aux attentats et au terrorisme. Les troupes de l'ONU au sud-Liban, dans le cadre de la FINUL, comprenant une large force française, sont toujours en activité en 2009. De nombreuses autres missions, particulièrement axées sur le domaine humanitaire, ont eu pour cadre le continent africain dans le courant des années 90. En 1991, dans la région du Sahara occidental, l'ONU a reçu le mandat de maintenir la paix entre le Maroc et les forces du Front Polisario, ainsi que d'organiser un référendum. À qui appartient ce territoire qui est très important et qui contient de vastes ressources naturelles, en phosphate en particulier. Alors, le Maroc, qui croit avoir un droit souverain sur cette région, qui pense que ça fait partie intégrante du territoire marocain, l'occupe. D'autres pays avoisinants ont soutenu plutôt les Sahraouis,
Il y a donc une composante régionale au conflit qui a compliqué les choses, mais on n'a pas réussi à résoudre de façon politique la question, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution politique aujourd'hui. Les deux vues divergentes sont toujours aussi divergentes. En 1992 et 1993, les forces de l'ONU ont permis le maintien de la paix et l'acheminement régulier de l'aide humanitaire en Somalie. Pour les opérations armées, le maintien de la paix de l'ONU en Afrique, il y a eu un avant et un après Somalie. C'est-à-dire qu'avec le traumatisme en 92 de l'envoi de troupes, notamment américaines en Somalie, où il y a eu, de mémoire, 18 soldats américains tués, ça a été un tel traumatisme qu'après, les Américains n'ont plus voulu mettre les pieds en Afrique d'une part, mais ont freiné énormément l'envoi de troupes onusiennes sur le continent africain. En 1993 et 1994, l'ONU a été chargée de contrôler et d'assurer la sécurité d'élections en Afrique du Sud. En 1994, les observateurs de l'ONU ont surveillé le retrait des forces libyennes de la bande d'Aouzou au Tchad. Les Tchadiens qui n'avaient que des petits 4x4 pour se mouvoir, avec un petit lance-roquettes, et ils luttaient contre une armée de chars énorme qui était l'armée libyenne. Et ben malgré ça, enfin malgré la pauvreté de leur armement, les Tchadiens ont repoussé les Libyens. Et on n'avait pas vu ça depuis, je sais pas, depuis Napoléon. C'était vraiment c'est vraiment David qui a gagné contre Goliath. De 1993 à 1996, les casques bleus ont eu pour mission de surveiller le cessez-le-feu et d'assurer la sécurité des réfugiés après la guerre civile au Rwanda. Il y avait, au moment du déclenchement du génocide, une petite opération de maintien de la paix pour mettre en œuvre les accords d'Arusha, qui prévoyaient un partage du pouvoir au sein du Rwanda entre les Tutsis et les Hutus. Cette opération de maintien de la paix, pour les accords d'Arusha, d'abord, les hommes n'étaient pas nombreux, mais surtout, ils étaient sous chapitre 6. Et ce chapitre 6 de la Charte de l'ONU vous donne le droit de vous saisir de vos armes en tant que casque bleu qu'en cas de légitime défense. C'est-à-dire, si vous êtes vous directement attaqué, ou si on attaque un autre casque bleu devant vous, vous pouvez riposter. Mais vous n'avez pas le droit, en tant que casque bleu, de vous interposer dans un massacre de civils. On a vu très vite les limites de ce Chapter 6, puisque le 6 avril, l'avion d'Abiyarimana est abattu. Les casques bleus sont retranchés dans leur camp à Kigali, derrière des barbelés. Ils protègent leur position. Il faut l'assassinat vraiment brutal de 10 casques bleus belges pour qu'il y ait une réaction. Et la réaction, c'est de retirer les casques bleus. Et là, le général Dallaire, qui est le commandant canadien de la force des Nations Unies au Rwanda, se retrouve avec un contingent minimaliste de soldats de casques bleus ghanéens. Et ça va rester comme ça jusqu'à l'arrivée de l'opération Turquoise. En 1995, dans la province du Darfour, au Soudan, les Nations Unies ont eu la charge du respect du cessez-le-feu et du maintien des frontières avec le Tchad. L'instabilité politique mondiale, et particulièrement celle du continent africain, nécessite de plus en plus souvent l'intervention des soldats des Nations Unies, les fameux casques bleus, les soldats de la paix. Normalement, l'ONU était conçue pour faire maintien de la paix, mais de plus en plus, on essaie de prévenir, maintenir la paix, mais aussi la reconstruction après les guerres civiles. Donc, il y a toute une gamme des activités d'essayer de faire une continuité parce qu'on voit que dans beaucoup de guerres actuelles, les pays retombent dans les guerres civiles. La montée des attentats liés au terrorisme a aussi conduit l'ONU dans un combat qui n'était pas prévu a priori dans la Charte des Nations Unies signée en 1945, la lutte antiterroriste. Après les attentats du 11 septembre 2001 sur le sol américain, l'ONU a réagi de façon quasi immédiate. La résolution 1244 condamne avec la plus extrême vigueur tout recours au terrorisme et encourage tous les pays à se rassembler en vue de collaborer pour lutter plus efficacement contre cette forme de combat. Cette résolution qui autorisait les Américains de riposter contre les talibans et Al-Qaïda en Afghanistan
et qui mettait le terrorisme hors la loi et qui autorisait les États à prendre des actions, représentait un bon moment de l'unanimité, en quelque sorte, que peut-être après, avec la guerre en Irak du président Bush et les controverses, une unanimité que nous avons peut-être très rapidement perdue par la suite. À ce titre, on peut dire que l'ONU s'est lancée dans une véritable croisade contre le terrorisme, mais a aussi engendré une dérive sécuritaire dans certains pays. En revanche, depuis cette date, l'ONU n'a cessé de s'élever contre les méthodes employées dans la lutte antiterrorisme, pointant particulièrement le doigt sur les États-Unis en matière de respect des droits de l'homme. Une des premières conséquences des attentats du 11 septembre 2001 est l'invasion de l'Afghanistan cette même année afin de tenter de débusquer Ben Laden, soupçonné de disposer d'aide et de financement de la part du gouvernement taliban afghan. Autorisée par l'ONU, cette intervention fait intervenir une force internationale. La question de l'Afghanistan semble surtout une question américaine, avec ce qu'on appelle une alliance des amis des États-Unis. Il y a des troupes de l'OTAN là-bas, mais normalement l'OTAN, c'est une organisation basée en Europe. Alors c'est la première fois que l'OTAN a une activité out of area, ça veut dire dehors de l'Europe. Mais c'est quelque chose géré par les Américains et vis-à-vis de l'ONU, ce n'est pas une activité onusienne. Et ce n'est pas un mandat très clair. Qu'est-ce qu'il veut comme résultat? En revanche, en 2003, craignant un refus de l'ONU, les États-Unis envahissent l'Irak sans avoir au préalable déposé une demande d'autorisation auprès du Conseil de sécurité. Cette invasion a donc été déclarée illégale, même si à ce jour, aucune sanction n'a été prise contre les États-Unis. En 2005 de nouveau, la province du Darfour au Soudan est le cadre d'affrontements sanglants. L'ONU y envoie rapidement une force internationale d'interposition, principalement destinée à la protection des populations civiles. Ce que peut faire l'ONU, c'est d'abord constituer une espèce de cadre pour la négociation. Parfois, il est plus facile pour les deux parties d'accepter une espèce de médiation étrangère, médiation neutre, que de devoir s'incliner l'un devant l'autre avec le risque de perdre la face. À ce jour, près de 20 000 hommes sont toujours stationnés au Darfour, dont plusieurs centaines de Français. Le premier d'entre eux est le Norvégien Trygve Halvdan Lie. Élu le 2 février 1946 et réélu le 10 novembre 1951, il démissionne au cours de son second mandat le 10 novembre 1952. Il a dû gérer au cours de son mandat des crises importantes, comme le blocus de Berlin, la création de l'État d'Israël ou encore la guerre de Corée. Le second secrétaire général est le Suédois Dag Hammarskjöld. Élu le 10 avril 1953, il est réélu 5 ans plus tard pour la seconde fois. C'est au cours de son mandat que débute le 13 août 1961 la construction du mur de Berlin. Il disparaît mystérieusement dans un accident d'avion lors d'une mission au Katanga le 18 septembre 1961. À ce jour, c'est le seul secrétaire général mort en fonction. Le Birman Mahathir Mohamad le remplace à la tête du secrétariat général le 30 novembre 1961. Réélu pour un second mandat en janvier 1967, il exerce ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1971. C'est au cours de son mandat que se déroule la crise des missiles de Cuba, qui a bien failli déclencher une troisième guerre mondiale, ainsi que la guerre israélo-arabe des 6 jours. Son successeur est l'Autrichien Kurt Waldheim, qui prend ses fonctions le 1er janvier 1972. Réélu en janvier 1977, il quitte ses fonctions à la fin de son second mandat le 31 décembre 1981. Pendant son mandat, il doit faire face aux conséquences de la guerre israélo-arabe du Kippour, à la fin des hostilités au Vietnam avec la chute de Saïgon et à l'invasion de l'Afghanistan par les forces soviétiques. Javier Pérez de Cuellar est né à Lima, au Pérou, le 19 janvier 1920. Il commence une carrière dans les milieux diplomatiques en entrant en 1940 au ministère des Relations extérieures du Pérou.
Le 1er janvier 1982, il est élu comme 5e secrétaire général de l'ONU à la suite de l'Autrichien Kurt Waldheim. Il est ensuite réélu en 1987 pour un second mandat. Pendant les 10 années de ces 2 mandats, il a dû s'occuper des dossiers difficiles comme la guerre des Malouines entre la Grande-Bretagne et l'Argentine, l'indépendance de la Namibie ou la gestion du problème chypriote. Il intervient aussi dans le règlement du conflit au Sahara occidental et pour tenter de ramener la paix en Amérique centrale. C'est au cours de ces mandats que les casques bleus de l'ONU ont reçu le prix Nobel de la paix en récompense de leurs nombreuses et fructueuses interventions. Il quitte ses fonctions fin 1992 et est remplacé par l'Égyptien Boutros Boutros-Ghali. Il continue aujourd'hui à exercer de nombreuses fonctions à l'ONU et plus particulièrement à l'UNESCO. Né au Caire en Égypte le 14 novembre 1922 dans une famille de chrétiens coptes, le jeune Boutros-Ghali obtient en 1946 une licence en droit à l'Université du Caire. Il poursuit ensuite ses études à Paris par un doctorat en droit international et intègre ensuite l'Institut d'études politiques de Paris dont il sort diplômé en 1949. En 1977, il est nommé ministre des Affaires étrangères en Égypte. Fervent défenseur de la paix et du tiers-monde, il est nommé en 1991 vice-premier ministre égyptien chargé des affaires étrangères auprès de l'ONU. Le 1er janvier 1992, il est élu comme 6e secrétaire général de l'ONU. Sa principale contribution au cours de son mandat, qui deviendra essentielle par la suite, est de mettre en place une doctrine de diplomatie préventive, l'agenda pour la paix. En revanche, il échoue à trouver des solutions aux problèmes en Yougoslavie, ainsi qu'à la guerre civile et au génocide des populations au Rwanda. Fin 1996, il est remplacé par le Ghanéen Kofi Annan. Il participe encore à divers travaux pour l'UNESCO. Kofi Annan a vu le jour le 8 avril 1938 à Kumasi au Ghana. Après des études brillantes au Ghana, il décroche une licence d'économie en 1961 aux États-Unis et entre ensuite à l'Institut des hautes études internationales de l'Université de Genève. En 1962, il commence à travailler pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé en liaison avec l'ONU. En 1993, il est promu sous-secrétaire général de Boutros-Ghali et le 1er janvier 1997, il est élu le 7e secrétaire général des Nations Unies. Il est ensuite réélu pour un second mandat le 1er janvier 2002. C'est au cours de son mandat qu'ont lieu sur le sol américain les attentats terroristes islamistes du 11 septembre 2001 et les invasions de l'Irak et de l'Afghanistan par les troupes américaines. En 2001, Kofi Annan s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour son action humanitaire et ses efforts pour la paix dans le monde. Le 31 décembre 2006, dans son discours d'adieu devant l'Assemblée générale, Kofi Annan a déclaré que le monde était prêt à voir une femme être élue comme secrétaire générale des Nations Unies. Il a aussi demandé que les États-Unis respectent un peu mieux les droits de l'homme, même dans leur lutte contre le terrorisme. Élu le 1er janvier 2007, le secrétaire général actuel de l'ONU est le Sud-Coréen Ban Ki-moon. C'est le 8e à ce poste. Son premier mandat doit se terminer le 31 décembre 2011. Si l'ONU s'est principalement préoccupée de la gestion immédiate des conflits armés dans le monde entier, elle n'oublie pas pour autant les missions annexes gérées par les différentes grandes agences sous son contrôle. Elles devront apprendre de plus en plus à travailler avec une vaste gamme d'acteurs. Elles ont eu surtout l'habitude, pendant les 50 premières années, de travailler avec les gouvernements. Les Nations Unies de demain travailleront avec le secteur privé, avec les organisations non gouvernementales, avec des fondations, avec des tas de nouveaux acteurs qui peuvent renforcer son action. L'ONU, au début des années 80-90, a fait beaucoup de choses normatives. Maintenant, on essaie de faire plus de choses opérationnelles sur le terrain, d'être sûr que des résolutions et des règles, les droits, sont respectés. Le rôle de ces agences est d'ailleurs de plus en plus important au fil du temps, notamment en ce qui concerne la surveillance de la prolifération et de la diffusion des armes nucléaires. À Vienne, l'AIEA, ou Agence internationale de l'énergie atomique, est chargée d'une mission particulièrement délicate. Elle doit veiller au respect du traité de non-prolifération nucléaire.
Ceci implique qu'elle doit contrôler et surveiller aussi bien la non-transmission des données techniques que la circulation des matériaux nucléaires et des matières fissiles. Ce qu'on sait mal sur l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est qu'elle fait beaucoup de coopération technique, c'est-à-dire qu'elle aide les États membres à développer des politiques d'énergie atomique à usage civil et qu'elle, effectivement, empêche en même temps le détournement de ces énergies à des fins militaires. À Paris, l'UNESCO, ou Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture mondiale, s'occupe des problèmes d'alphabétisation des populations et travaille à la sauvegarde du patrimoine mondial. C'est grâce à l'UNESCO que les temples d'Abou Simbel, menacés par le futur lac Nasser, ont pu être déplacés et reconstruits sur un site protégé. 3 autres grandes agences ont leur siège à Genève. L'OMS, ou Organisation mondiale de la santé, est en charge des problèmes de santé à l'échelle mondiale. Le HCR, ou Haut Commissariat pour les réfugiés, s'occupe de traiter le problème des populations civiles déplacées et des réfugiés de toutes les nations. Depuis 1945, plus de 50 millions de réfugiés ont été aidés par le HCR. L'OIT, ou Organisation internationale du travail, est l'organisme destiné à étudier et contrôler tout ce qui concerne la protection du travail et des travailleurs dans le monde. Vous avez aussi, qui devient de plus en plus important, l'Organisation mondiale pour la météorologie. On parle beaucoup des changements de climat. Vous avez l'Organisation mondiale internationale pour les télécommunications, d'être sûr que votre chaîne de télévision peut être écoutée partout dans le monde. Vous avez l'organisation LOMPI, Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Ça veut dire que votre télévision ne peut pas être piratée ailleurs sans que les gens payent pour le brevet. Donc tout ça, Genève, c'est vraiment un grand centre. Il y a plus que 22 grandes organisations mondiales ici, intergouvernementales la plupart. Elle est indispensable, cette réforme. Elle est dans les cartons de l'ONU depuis une dizaine d'années. Comment est-ce qu'on peut justifier aujourd'hui de continuer d'avoir un Conseil de sécurité à 15 membres, dont 5 permanents réellement hérités de la guerre froide? Alors, la France y est. Je vais vous les rappeler, les 5. Ce sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne et la France. Comment justifie-t-on que la France y soit et pas l'Allemagne? Comment justifie-t-on de ne pas avoir le Japon, de ne pas avoir un seul grand pays d'Amérique du Sud comme le Brésil? Donc le monde a changé. De même que le format G8 d'une petite caste de pays industrialisés n'a plus aucun sens. On le voit bien depuis que la crise a éclaté en 2008. Quand on se réunit pour essayer de faire quelque chose, on se réunit à 20, c'est-à-dire les 8 plus des grands pays en développement. Et bien, au Conseil de sécurité, c'est la même chose. Prétendre gouverner le monde avec un petit club restreint qui exclut, à l'exception de la Chine, tout le monde en développement, c'est juste pas sérieux. Maintenant, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de pays qui revendiquent une place. Le Brésil en revendique une, le Japon, l'Allemagne. Ils sont très nombreux, les candidats. Il y a plus de candidats qu'il n'y aura d'élus, c'est évident. Depuis 1945, le rôle de l'ONU a changé. Les Nations Unies ne sont plus seulement en charge de la paix mondiale et d'arbitrer simplement les conflits inter-États. Elles sont aussi garantes du respect des droits de l'homme, des libertés individuelles, de la sécurité des populations, du bon acheminement des aides humanitaires et du bon fonctionnement des institutions démocratiques. Pour toutes ces missions, des moyens de plus en plus grands sont nécessaires. Pour cela, une refonte totale de la Charte des Nations Unies doit être envisagée pour répondre au mieux à ces nouvelles missions. Vous ne pouvez pas continuer à mener 25 opérations avec 100 000 hommes sur la base d'une organisation qui va vers la banqueroute, qui est sous-financée. Il faut avoir aussi les moyens de nos ambitions. Le budget annuel des Nations Unies représente beaucoup moins que le budget annuel du département de police de la ville de New York. Le nombre d'employés des Nations Unies représente nettement moins que n'importe quel ministère du gouvernement français à Paris. On a tendance à voir cette organisation comme une espèce d'énorme bureaucratie tentaculaire, alors qu'il n'en est
qu'il n'y en ait rien. Beaucoup sont des employés à titre provisoire, des consultants. Donc je crois que voilà les deux avenues. Renforcer le Conseil de sécurité et financer une organisation pour qu'il soit à même de répondre aux demandes qu'on a toujours tendance à lui jeter sur les épaules. Dans son discours d'investiture, le nouveau secrétaire général Ban Ki-moon a déclaré « Ces lieux ont entendu suffisamment de grandes déclarations pour les décennies à venir. Nous connaissons tous les problèmes. Nous n'avons pas besoin de plus de discours ni de promesses. Nous avons besoin d'action. » L'Organisation des Nations Unies remplace la moribonde Société des Nations en 1945. Signée par 51 États fondateurs, son principal objectif est de maintenir la paix dans le monde et de permettre à tous de vivre en sécurité. L'ONU comprend 6 grands organes principaux. L'Assemblée générale composée de 192 États membres disposant chacun d'une voix lors d'un vote, le secrétariat général qui applique concrètement les décisions de l'Assemblée générale, le Conseil de tutelle dont la mission de surveillance de 11 territoires devant accéder à l'indépendance est aujourd'hui achevée, le Conseil de sécurité qui compte 5 membres permanents, en cas d'échec des solutions diplomatiques, c'est lui qui envoie les casques bleus. Le Conseil économique et social qui gère aussi la plupart des institutions spécialisées, la Cour internationale de justice dont le rôle est d'arbitrer les conflits juridiques entre les États membres, la Cour pénale internationale créée en 2002 qui doit juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Afin de financer les activités de l'ONU, la participation financière de chaque pays est fixée en fonction de sa population, de son industrialisation et de son PIB par habitant. Depuis 1945, l'ONU a géré plusieurs conflits majeurs et pris des résolutions dont certaines sont devenues historiques. L'une des plus célèbres est la résolution numéro 181, qui confirme la création de l'État d'Israël et enclenche un demi-siècle de troubles au Proche-Orient. Depuis la fin de la guerre froide, l'ONU a dû assurer de nombreuses missions. Créée en 1978 par la résolution 425, la FINUL est destinée à protéger la population civile au sud Liban et à servir de force d'interposition entre Israéliens et Palestiniens. Face à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, l'Assemblée générale déploie en 1999 la KFOR au Kosovo. De nombreuses autres missions, particulièrement axées sur le domaine humanitaire, ont eu pour cadre le continent africain dans le courant des années 90. La montée des attentats liés au terrorisme a aussi conduit l'ONU dans un combat qui n'était pas prévu dans la Charte des Nations Unies, signée en 1945, la lutte antiterrorisme. Après les attentats du 11 septembre 2001, sur le sol américain, la résolution 1244 de l'ONU condamne tout recours au terrorisme. En réponse à celui-ci, l'invasion de l'Afghanistan en 2001 est autorisée par l'ONU. En 2005, de nouveau, la province du Darfour, au Soudan, est le cadre d'affrontements sanglants. D'autres missions enfin sont assurées par les grandes agences de l'ONU. L'UNESCO s'occupe de l'alphabétisation des populations et de la sauvegarde du patrimoine mondial. L'OMS est en charge des problèmes de santé à l'échelle mondiale. Le HCR s'occupe de traiter le problème des populations déplacées et des réfugiés de tous les pays. L'OIT étudie et contrôle tout ce qui touche à la protection du travail et des travailleurs. L'AIEA doit veiller au respect du traité de non-prolifération nucléaire. Le rôle de l'ONU depuis 1945 a changé. Dans son discours d'investiture en 2006, le nouveau secrétaire général Ban Ki-moon a déclaré « Nous n'avons pas besoin de plus de discours ni de promesses, nous avons besoin d'action. » Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything. I have a dream.